Coucou mon pompon. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays plein de désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Combat, passion, danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Ah, Xena la guerrière. The Warrior Princess en anglais. Bon quand t'as un générique comme celui-là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en rajouter? Un pur régal. Et Captain Teofro n'arrive pas à savoir si vous dites ça pour la rigoulade ou pas, je suis un peu perdue. Ah ça, mon pompon, tu viens de taper en plein dans le mille. C'est précisément ce qui est fou avec Xena. Voilà une série qui débute en 1995 et qui est jumelée à une autre, Hercule. Franchement, ça commence très Prumdug. Pour Hercule, à mes yeux, c'était immatable. Pardon s'il y a des fans qui écoutent. Et pour une raison que je ne m'explique pas tout à fait, Xena, ça m'a fait tout de suite rire. Mais à ce moment-là, je ris de la série. Mais très vite, le ton change. Et la fiction se joue d'elle-même, en rajoute, verse de plus en plus dans l'humour slapstick et burlesque, tout en manifestant beaucoup, mais alors beaucoup d'autodérision. C'est un peu la même que ce dont je t'avais parlé avec Buffy dans l'épisode 4, toute proportion gardée, évidemment. On est d'ailleurs à 2 ans près sur la même période. Donc là, bim, on rit avec, et de bon cœur en plus. Même Catchy s'est laissé prendre. Franchement, j'y allais à reculons, mais finalement, j'ai pas boudé mon plaisir. Eh ben oui, c'est un peu l'effet Princess Bride, tu vois. C'est too much, un peu absurde par moment, et franchement, 3e degré, on adore. Alors, Hercule, c'est Hercule, tout droit sorti de la mythologie gréco-latine. Laisse tomber, de toute façon, ils sont en roue libre. Xena finit par tuer des dieux, pour te dire. Donc vraiment, ça n'a pas vocation à faire dans le réalisme culturel. Néanmoins, on peut se demander pourquoi, en pendant féminin, ils n'ont pas choisi le nom d'une célèbre amazone ou... c'est tout en fait, parce que après les guerrières, il n'y en a pas à balle non plus dans la mythologie. Anyway, eh bien figure-toi mon pompon que notre Xena est inspirée d'un personnage réel, la reine Amina de Zaria du Nigeria. Mais bien sûr, on a entendu personne s'offusquer qu'on n'avait pas pris une actrice noire du coup. C'est bizarre, comme le respect de la culture, c'est fluctuant, non ? Je dis ça, c'est pas contre Lucy Lawless, elle y est pour rien, elle est super, mais t'as capté le principe. Lucy Lawless, quelle icône! Bon, Xena d'abord, mais aussi Battlestar Galactica ou Arg, c'est une Cylon. Parks and Rec, où elle est la seule à offrir une relation amoureuse saine à Ron Swanson, c'est pas rien quand même, et bien sûr Ash versus Evil Dead. Je dis bien sûr, car on retrouve une bonne partie de la fine équipe de Xena dans Evil Dead. Les frères Rémy déjà, l'un jouait l'insupportable ami Boulet Joxer, et l'autre était coproducteur et co-réalisateur. Et puis Ash, a.k.a. Bruce Campbell, joue dans pas moins de 8 épisodes de Xena, une espèce de Robin des Bois, voleur tout court, hilarant. Ça te donne une idée du ton. En 6 saisons, il y a eu une sacrée évolution dans la série. J'ai même pleuré à la fin, c'est pour te dire. Et on y propose, pour une des premières fois, encore un point commun avec Buffy, un binôme féminin devenu couple. On reviendra sur tout ça dans l'épisode, mais pour l'heure, une question me taraude. Prestigieuse princesse qu'on nous dit, ok, mais de quel royaume? Issue du cœur des batailles, c'est-à-dire, c'est genre la guerre qui l'a engendrée, elle est née du sang des campagnes, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, nom de nom? 6 saisons, 6 années de ma vie à me poser cette sempiternelle question, ça n'a pas de bon sens. Oh, attention, Captain Teofro, vous avez la grosse veine du front. Ah oui, tiens.
Pourquoi je me suis énervée comme ça, moi, déjà? Eh ben, vous disiez que... Oh là là, mon pompon, tiens, prends donc cette bonne fraise tagada. Oh, une fraise tagada. Et peu cher, un chenodon. Ok. Bon, alors, Xena, ça commence très mal comme présentation de personnage féminin, puisqu'on est sur un modèle presque exemplaire de male gaze. Le générique entrecoupe des plans d'action avec un mouvement de caméra ascendant sur les parties du corps de Lucy Lawless. Ajustement des petites cuissardes en cuir, jupette à la romaine qu'un jour il faudra qu'on m'explique à quelle heure une ceinture c'est une jupe, un plastron à la limite du corset avec des protège-boops dorés du plus bel effet et surtout fort utile, attendu que la moitié des susdits boobies sont à nu dans un franc décolleté. Et puis, le visage. Des dents d'une blancheur scintillante et d'un alignement géométrique, 2 grands yeux bleus du ciel et une frange brune, mon gars, va faire tenir ça en place au cœur des batailles. Ah bah tiens d'ailleurs, ça me fait penser, j'aimerais bien qu'on m'explique une fois pour toutes, issu du cœur des batailles, ça a pas de bon. Hop hop hop, on se recentre, j'ai pas que ça à faire, bonne mère. Oui, Cathy. Alors, bon, j'entends déjà les offusquer de leur propre sort avant d'écouter celle qui amène le sujet d'abord. Oui, mais dans Hercule aussi, il est réifié, le gars est torse-poil tout le temps, avec les tablettes de choco, pis tout. Alors, oui, c'est vrai. Mais, A. Je ne vois pas en quoi l'existence d'un problème en invalide un autre. B. Note bien que l'esthétisation du corps masculin bodybuildé, recouvert d'huile et vêtu d'un pum-pum short répond aussi à un regard désirant masculin. On n'a jamais dit que le male du gaze était forcément hétéro. C. Ok. Mettons, c'est pensé pour attirer le public femelle, en utilisant les mêmes codes de domination et d'objectification que ceux utilisés d'habitude pour le public dit classique, à savoir les hommes. Ben, on n'a jamais dit que le patriarcat, c'était les garçons, mon chaton. C'est une construction sociale, donc ça touche aussi le regard féminin, et c'est joyeusement intriqué avec le capitalisme. Du coup, là, on applique la même recette en espérant se faire de la thune de la même manière. Et enfin, D. Non, c'est faux en fait. Le plan n'est pas le même. Le mouvement de caméra mimant le regard libidineux qui inspecte celui de la femme de bas en haut n'existe pas dans Hercule. On n'est pas sur un historique systémique aussi fondamentalement ancré et massivement oppressif. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir à l'urgence majoritaire au lieu de pinailler sur les éclaboussures anecdotiques? Merci bien. Cathy, est-ce qu'on lui dit qu'il y a 2 grosses veines maintenant? Eh non, pompon, laisse faire, va, il y a des colères, faut les sortir. Exactement, Cathy. Oula, bon, allez, je me suis un petit peu énervée, on va repasser à la série. Alors, à l'image de mon personnage du jour, tu l'auras noté, j'oscille entre 2 extrêmes dans mon humeur aujourd'hui. Le premier qui me dit que c'est parce que je suis en SPM, je lui tranche la tête parce que je suis en SPM. Mais on va revenir à la personnalité trouble et double de Xena plus tard. Je reprends donc sur mon histoire de male gaze. Moi, même en 1995, où j'étais fort peu éduquée, tu me montrais ça, j'avais déjà les yeux roulés au ciel. Mais je dois dire, et je ne pense pas me tromper en avançant que c'est sans doute grâce à toute la petite troupe de Rémi et compagnie, à commencer par Lucy Lawless, je dois dire donc que ce male gaze est éjecté très vite de la série. Attention, hein, il reste au générique. Mais en vrai, les garçons qui kiffent Xena, c'est pas juste parce qu'elle est belle. Elle a une façon de bouger très peu gracieuse, pas de talons, une silhouette solide, pas un mouvement de hanche balancé, des expressions faciales grimaçantes, le tout avec une exagération grotesque propre au style humoristique dont je te parlais en intro. L'actrice est au taquet. Elle ne semble absolument pas se préoccuper de préserver une image sexy, elle qui pourtant fut Miss Nouvelle-Zélande. Ce qui plaît, c'est son charme, sa personnalité, ce côté authentique, absolument nécessaire pour être une bonne actrice comique. On ne fait pas rire si on n'est pas absolument sincère. C'est toute la difficulté du genre. Il y a un refus de plus en plus obstiné au fil de la série d'être objet de désir. Elle est une héroïne. Au-delà de l'humour, qu'est-ce qu'on aime dans Xena ?
la voir taper sur des gens comme une fada. Et pour cela, elle ne manque pas de technique. Arts martiaux au corps à corps, bien sûr. Elle maîtrise même la technique des points de pression mortels comme Ken le survivant. Technique qu'elle transmettra à Gabrielle pour parfaire sa formation d'héroïne d'ailleurs. Après, je ne sais pas si on peut considérer ces you-you systématiques comme entrant dans la catégorie des armes, vu que globalement ça sert à agacer, mais bon, en tout cas, elle manie le glaive comme personne, et surtout, son arme iconique, c'est le chakram. Ah, le chakram. C'est un cercle en acier creux au milieu, tranchant sur son bord extérieur et qui a la particularité de couvrir une large zone circulaire avant de revenir dans la main de sa lanceuse. Qui en ayant tranché des gorges, qui en ayant ricoché sur des murs, qui en ayant désarmé des vilains, un vrai couteau suisse le machin-là. Et c'est bien cet oxymore de la rondeur acérée dans son arme signature comme dans sa personnalité qui m'intéresse chez cette guerrière protectrice autant que sanguinaire. Allez, si tu écoutes régulièrement ce podcast et que tu tiens un bingo, je t'offre 2 cases à cocher d'un coup. C'est l'heure du glaive et du bouclier, ainsi que du monstre intérieur. Allez, boum, merci, bonsoir. Xena a en effet un passé terrible. Lorsqu'elle rencontre celle qui va devenir sa compagne, Gabrielle, elle est en errance, solitaire, maussade, ombrageuse. Elle ne sait même plus comment entrer en contact avec le monde, car elle vient d'ouvrir les yeux sur ce qu'elle était. Xena a œuvré pour le mal pendant des années. Pervertie par le dieu Mars, dont elle était aussi l'amante, elle a massacré, pillé, fait couler le sang des innocents avec ivresse et délectation. C'est par la violence et la cruauté qu'elle se sentait puissante et vivante. Et puis un jour, badaboum, épiphanie, elle se contemple telle qu'elle est, un monstre. Elle choisit donc une vie de justicière furtive, tout en étant persuadée qu'elle ne saura jamais racheter le mal qu'elle a fait. Ceci dit, pour ses victimes, c'est pas complètement faux. Elle sait, en tout cas, qu'elle ne mérite pas le pardon. Ce n'est pas ce qu'elle vient chercher. Mais que peut-elle faire d'autre sinon mettre désormais sa puissance au service du bien et de la protection des faibles? Elle est donc passée du glaive offensif, agressif, d'une énergie masculine dans la symbolique, au bouclier protecteur, sage et juste, à une énergie, symboliquement toujours, féminine. Son chakram, une fois lancé, délimite une zone de sécurité dans laquelle elle accueille toutes celles et ceux qui en ont besoin. Elle et Gabrielle vont se nourrir mutuellement. Au début, Gabrielle est une jeune paysanne qui a un don pour les contes et qui est extrêmement relou en ce qu'elle passe son temps à causer. Perso, je la trouve insup et je pense que c'était un peu fait pour. Au tout début, elle est une forme de fardeau pour la guerrière. Affublée d'un sidekick qu'elle doit sans cesse protéger et qui ne se tait jamais, elle représente une sorte d'Érinie, telles qu'elles sont vues par Sartre dans Les Mouches. Oui, alors quoi, on peut kiffer Xena et se délecter de littérature classique, je vois pas où est le problème. Les Érinies, ce sont les divinités persécutrices qui viennent rendre fous ceux qui ont fait le mal. C'est le bourdonnement des mouches dans la pièce de Sartre, tu l'auras compris. Bon, Gabrielle, au début, c'est ça. Au même titre d'ailleurs que Joxer, un peu plus tard. Elle est le rappel constant de l'image des victimes de Xena. Elle est exactement celle que la guerrière aurait persécutée autrefois. 6 saisons à cheminer aux côtés de son remords. C'est une sacrée longue route vers la rédemption. En dehors de Gabrielle et Joxer, Xena tombe d'ailleurs à plusieurs reprises sur des femmes aux traits absolument identiques aux siens, princesse en détresse avec qui elle devra, la plupart du temps, inverser les rôles. En somme, elle est sa propre victime. Elle doit accepter de se sauver, elle aussi. C'est cette douceur envers elle-même que va lui apporter Gabrielle, alors que celle-ci devient une excellente guerrière grâce aux enseignements de sa compagne. Elle termine d'ailleurs la série au même niveau que Xena. Les deux femmes font le parcours inverse et constituent les deux faces d'une même pièce. En tombant amoureuse de Gabrielle, c'est à elle-même que Xena accepte de donner de l'amour.
Toujours dans cette même idée de miroir et de rédemption, je te rappelle que la fille d'Année de Gabriel, ironiquement nommée Hope, a tué le fils de Xena, Solane. Ah bah ça, c'est le genre de boulette qui ébranle un tantinet les amitiés. Les deux femmes se déchirent, mais elles finissent par se parler. Aucune n'est responsable. Xena trouve la force de pardonner à Gabriel. C'est alors seulement qu'elle peut, elle aussi, obtenir l'absolution, puisqu'elle vient de l'offrir à une autre. Tu te souviens, je t'ai dit tout à l'heure que Xena ne se sentait vivante que dans le sang auparavant. À la fin de la série, elle comprend que c'est le don de cette vie qui lui donnera le repos de l'âme. Elle fait ses adieux à Gabriel en lui disant que s'il ne lui restait que 30 secondes à vivre, elle voudrait les passer les yeux dans ses yeux. Puis elle ajoute « N'oublie jamais que je t'aime », c'est là que j'ai commencé à chialer, me jugez pas, j'ai un petit cœur tout mou. Xena entre dans la mort debout, volontaire, pour y vaincre ses derniers démons. Elle offre sa mort pour sauver de l'enfer 40 000 âmes qui ont péri sous sa main. Elle a enfin trouvé la clé de sa rédemption et elle laisse au monde des vivants, en la personne de Gabrielle, une version lumineuse de la guerrière qu'elle était. Mais pourquoi donc avoir choisi Xena pour représenter l'exercice de relaxation dynamique du jour, me demandes-tu, la truffe frétillante de curiosité? Calme-toi, mon pompon. Eh bien, tout simplement parce que l'exercice du jour s'appelle les rotations axiales. Alors vraiment, c'est un exercice du premier degré qui consiste bien évidemment, comme à chaque fois, à se recentrer sur ses ressentis dans le moment présent. C'est un exercice qu'on peut proposer dès la toute première séance, la séance de découverte de la sophrologie, et qui est accessible à tout le monde avec des petits ajustements dont je te parlerai tout à l'heure selon ta situation. Néanmoins, celui-ci, tu peux tout à fait le pratiquer aujourd'hui. Nous, on va le pratiquer avec vraiment l'intention de base, qui va être de se détendre. Donc, ma foi, ça peut que te faire du bien. Je t'explique un peu le principe de l'exercice. Ça se pratique debout. Je te dirai comment l'adapter si tu ne peux pas te tenir debout juste après. Et en fait, tu vas inspirer par le nez profondément, bloquer ta respiration et tourner juste le haut du corps. Alors moi j'utilise toujours l'image de la petite fille qui a la jupe qui tourne. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais en tout cas l'idée c'est de laisser complètement aller ses bras de part et d'autre du corps au fur et à mesure que tu vas tourner à gauche, à droite, avec toute ta colonne vertébrale, avec tout le haut de ton corps. Donc tu laisses complètement aller, la respiration bloquée, et ensuite, en soufflant par la bouche, tu reviens doucement dans la position de départ. C'est un exercice qui est extrêmement versatile et qu'on va retrouver dans énormément d'utilisations, surtout dans la première phase, mais aussi dans la deuxième. Et en fait, souvent on va l'utiliser pour deux choses bien distinctes, presque opposées. Alors en vérité un peu plus de deux. On a déjà évidemment les intentions de base qui sont de détendre le haut du corps, d'accroître la souplesse pour développer l'adaptabilité par exemple dans une deuxième phase. Mais sinon, ce qui va se retrouver systématiquement, c'est soit l'idée de créer une bulle, une zone de vitalité, d'apaisement, par exemple si on veut travailler contre la douleur, de sérénité, ce qui peut permettre d'amener le calme ou même de favoriser le sommeil. Et puis pourquoi pas, on peut travailler aussi de cette manière sur la confiance en soi, créer une zone, une bulle dans laquelle rien ne peut arriver, dans laquelle on peut se gonfler de confiance. Et en opposition à ça, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique, j'irai pas jusqu'à dire agressif, mais en tout cas actif, qui est plus dans l'idée de repousser. On va imaginer que dans le mouvement qu'on crée avec les mains, oui, parce que ça je te l'ai pas dit, mais la bulle, c'est l'idée de la zone que tu vas créer circulaire autour de toi avec tes mains. Tu commences à voir pourquoi j'ai choisi Xena et son chakram pour illustrer cet exercice. Mais du coup, à l'inverse, ça peut également, tout comme le chakram et son bout tranchant,
permettent de balayer très loin tout ce qu'on veut dégager, les pulsions par exemple, les phobies éventuellement. Ça peut également permettre de tenir à distance toutes les tensions, de repousser la peur. Quoi d'autre encore? De mettre à distance tout ce qui peut te préoccuper, les soucis, les pensées parasites. Ça peut donc aussi être un moyen de prendre du recul, etc. Et donc c'est un très joli exercice qui, je trouve, moi, colle très bien à notre personnage du jour parce qu'il y a tout le temps une idée double. On va être extrêmement stable sur les jambes qui restent fixes au cœur du centre du cercle qu'on trace, et par opposition, on va développer la souplesse de la colonne vertébrale, la mollesse des bras qui se laissent aller, la tête qui se laisse aller aussi avec le mouvement. Et puis, toujours dans la même idée, selon l'intention qu'on va y mettre, soit on va venir créer quelque chose de très doux, très enveloppant, très protecteur, soit on va au contraire venir imaginer presque comme une barricade faite de pics qui vient percer, repousser, empêcher l'envahisseur, entre guillemets, l'ennemi, de s'approcher de nous. Et cette idée de dualité de l'exercice qui peut être à la fois très doux et très dur, qui implique une forme de fixité dans son axe et dans ses appuis, et en même temps une forme de souplesse, etc. Je trouve que ça correspond très bien à la dualité du personnage de Xena, à la double fonction, si on peut dire, de son arme, qui est aussi de créer une zone tout en attaquant. Donc c'est pourquoi je l'avais choisi bien évidemment aujourd'hui. C'est un exercice, les rotations axiales, que j'aime beaucoup. Si tu as toujours ton bingo sous la main, tu peux aussi cocher cette case, puisque c'est quelque chose que je dis souvent. Je l'aime beaucoup celui-ci parce que, en dehors de toutes les intentions que je viens de te donner, donc de son côté vraiment très, très imagé, très efficace, je le trouve vraiment super pour terminer de détendre la personne, notamment dans la première séance ou une séance de découverte. J'aime beaucoup, moi, le placer après un exercice où on a fort mobilisé les bras, par exemple un éventail ou un hémicorps. Je crois que c'est la combinaison que je préfère, puisque on va déjà avoir travaillé le relâchement des tensions, mais du coup souvent après ce genre d'exercice-là, on peut penser aussi à un pompage des épaules ou à des moulinets, enfin tout ce qui vient faire travailler les bras de manière un petit peu dynamique et les mobiliser un petit peu fort avec des contractions, des relâchements, etc. Et faire une rotation axiale juste derrière, ça vient, je trouve moi, remettre tous les compteurs à zéro, recalmer complètement le corps, et surtout tout d'un coup on prend pleinement conscience de la détente qu'on tire des exercices précédents, parce qu'on laisse aller ses bras, on les fait plus agir au sens propre, c'est le dos qui vient les mouvoir, et du coup tous les petits picotements, tous les petits restes de tension, toutes les sensations de mobilisation qu'on avait dues aux exercices d'avant s'en vont complètement, et on se sent vraiment rempli de détente, mais totale. Je trouve que c'est un exercice qui fonctionne très bien pour venir appuyer, achever, confirmer les ressentis d'exercices précédents de ce type-là. Donc, aujourd'hui, évidemment, on va juste pratiquer cet exercice dans son intention la plus simple, qui est de se détendre, donc détendre la colonne, détendre l'axe de la colonne vertébrale, détendre les bras, détendre le dos. Donc si tu le souhaites, mon pompon, tu es le bienvenu pour le pratiquer. Si tu ne peux pas te tenir debout, tu as deux solutions. Soit tu as la possibilité de t'asseoir sur quelque chose qui n'a pas de dossier, comme un tabouret, et dans ces cas-là, ça pose pas de problème. Au lieu d'être debout, tu effectues les rotations sur ton tabouret, rien ne va venir te gêner. Si en revanche tu es obligé d'être dans un fauteuil avec accoudoir et dossier, parce que tu es dans ton fauteuil, je te conseille dans ces cas-là de mobiliser un petit peu plus les bras que le nécessite l'exercice. En revanche, essaye de les laisser vraiment plus vers l'avant. C'est-à-dire que tu vas venir presque tendre tes bras
vers l'avant en inspirant. Et puis avec la rotation, tu vas essayer juste de faire aller tes bras de gauche à droite en bougeant légèrement le buste. De cette manière, tu n'effectues pas entre guillemets une rotation complète, donc tu risques pas de te cogner dans les accoudoirs, voire dans ton dossier, et tu ressentiras quand même les bénéfices de l'exercice. Si enfin tu es empêché d'un des deux bras pour une raison ou pour une autre, tu as un bras dans le plâtre ou ce genre de choses, n'hésite pas à le pratiquer évidemment avec un seul bras. Dans ces cas-là, essaye quand même de faire bien attention à maintenir d'une manière ou d'une autre ton épaule du côté du bras qui ne fonctionne pas, de manière à ne pas te faire mal en te désaxant. Donc à toi de trouver la position ou l'astuce qui te semble la plus confortable. Ce qui peut bien fonctionner, c'est de venir agiter le bras qui peut s'agiter plutôt d'avant en arrière, là pour le coup, ce qui va limiter la torsion dans le haut du corps et ce qui évitera peut-être de te faire mal de l'autre côté. Voilà les petits ajustements que je peux te proposer. Moi, je vais l'animer de manière classique, on va dire, donc en disant debout, etc. Mais rappelle-toi bien d'ajuster selon tes ressentis. D'ailleurs, si tu es valide, ça vaut également. Je te rappelle que dans les exercices de sophrologie, on se concentre sur ses ressentis. C'est tout le but, notamment dans le premier degré. Et du coup, écoute-toi. Si tu sens un inconfort, ajuste les choses, ajuste le mouvement. Ne reste pas inconfortable, ça n'est pas le but. Donc sois bien à l'écoute de toi-même. Vérifie bien que tu as la place au préalable de tourner avec tes bras sans te cogner dans une porte, un mur, un meuble, que sais-je. Très important. Et reste concentré évidemment sur le son de ma voix pour bien suivre les étapes au fur et à mesure. Si tu es prêt ou prête, petit pompon, on va passer à la posture classique debout. Donc je te rappelle, tu peux placer les pieds à la largeur du bassin. Pense à fléchir légèrement tes genoux, notamment pour rester bien stable. Encore une fois, c'est un exercice qui va se pratiquer les yeux fermés. Donc c'est important de maintenir son équilibre. Garde la colonne vertébrale bien droite, les épaules baissées, décontractées, les bras bien souples le long du corps, la tête droite dans l'alignement de la colonne et tu peux fermer les yeux. Prends une longue inspiration par le nez, solidifie bien tes jambes. Bloque ta respiration et effectue des rotations de gauche à droite avec le haut de ton corps. Laisse bien aller les bras. Laisse aller la tête. Et souffle doucement par la bouche en laissant ton corps revenir dans la position initiale. Respire à nouveau naturellement. Accueille tes premiers ressentis dans la colonne, le dos, les bras, le bout des doigts. Prends conscience de la souplesse de ta colonne vertébrale. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez, solidifie bien le bas de ton corps. Bloque ta respiration et effectue des rotations avec le haut du corps. Laisse bien aller les bras, laisse-les tracer un cercle autour de toi. Relâche bien la tête. Et souffle doucement par la bouche en laissant ton corps revenir au centre. Respire à nouveau naturellement. Sois attentif ou attentive à toutes tes sensations dans le dos, l'ensemble du buste, les bras, les mains. Prends conscience de la détente progressive du haut de ton corps. Et je te laisse faire l'enchaînement une dernière fois à ton rythme.
Reprends ta respiration naturelle. Remets-toi bien au centre. Accueille l'ensemble de tes sensations, la solidité des jambes, la souplesse du haut du corps. Et prends conscience du relâchement de ton dos, de ta colonne, de tes bras. L'exercice est maintenant terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.